Je pense que le moment où je me suis vraiment dit, ouais, là, c'est pas si rose que ça, c'est quand tu grandis, tu deviens ado et que tu as des amis avec qui tu as grandi qui commencent à partir en live, qui commencent à avoir vraiment de sérieux problèmes, voler des voitures, vendre de la drogue. Et dans le début des années 90, ils ont une salle de jeu avec un ordinateur, avec une table de ping-pong. Paradoxalement, moi, le soir, je vais dormir, je rentre dans ma cité où il y a des cafards, quoi. Nos rêves, notre manière de voir le monde, nos pensées, notre vision du présent et du futur, forcément, elle est conditionnée par l'environnement dans lequel on grandit. Et je reçois un mail où, en gros, on m'explique qu'il y a eu un problème au niveau d'un changement de paquebot. Ils se sont trompés de bateau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas chargé nos conteneurs dans les bons bateaux. Et ils étaient partis où, les conteneurs? En Afrique du Sud, un truc comme ça. C'est pas la porte à côté. Et là, je peux vous dire une chose, les amis. Quand tu traverses ce genre de galère, lorsque tu as d'autres galères dans la vie et dans ta vie entrepreneuriale, tu te dis c'est rien du tout. Assalamu alaikum, Slimane, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Écoute, je vais très bien et je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast. Bienvenue dans un épisode très spécial aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'interviewer. On te connaît tous comme coach, mentor, entrepreneur, mais on ne connaît pas très bien le Slimane qui est derrière ces trois casquettes. Et je voudrais qu'on découvre l'homme aujourd'hui. Donc toi, tu as grandi à Lille, dans un quartier difficile. C'est moins qu'on puisse dire. Le genre d'endroit où personne ne va miser sur toi. Ou presque. Ouais. Le genre d'endroit où il faut se battre 2 fois plus pour réussir. Ça, c'est sûr. Et pour espérer une vie meilleure. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur avec plus de 20 ans d'expérience. Tu as accompagné plusieurs centaines de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu accompagnes des entrepreneurs à scaler leur business. Mais moi, j'aimerais bien savoir quel est ton parcours. Parce que je sais qu'il y a une histoire. Il y a des épreuves, il y a des cicatrices, il y a des choix difficiles. Et il y a aussi des moments où tout aurait pu s'arrêter. Donc aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, si tu es d'accord. Inch'Allah, oui, avec plaisir. Je suis là pour ça. Ouais, parce que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on découvre le vrai Slimane. Qui tu étais enfant, ado, puis aussi il y a le papa, il y a l'homme qui a surmonté beaucoup d'épreuves, et il y a l'entrepreneur. Donc, bienvenue aujourd'hui dans un épisode très spécial. Alors, si on remonte au tout début, qui était le petit Slimane? Raconte-nous des anecdotes sur ton enfance. À quoi ressemblait ton quotidien dans ton quartier à Lille? Alors, déjà, la petite précision, il faut savoir que moi, je ne suis pas né dans un quartier, dans une cité, d'accord? Moi, mon père, il était ouvrier. Il a passé toute sa carrière professionnelle à être ouvrier. Et j'habitais en bordure de Lille, mais dans une maison d'ouvriers. Voilà, et donc, le premier souvenir qui m'a marqué, je m'en souviens, on a habité là-bas jusqu'à 4 ans, jusqu'au divorce de mes parents. Et en gros, c'est des maisons d'ouvriers. Ils étaient 2 ouvriers par maison. Du coup, il y avait, comme on l'appelait, Zizi Mokran. En plus, c'était une maison 100% kabyle parce que mon père était d'origine kabyle et son colocataire et en même temps son collègue là-bas au travail, puisqu'ils étaient de la même usine, ils vivaient ensemble. Mais sauf que mon père, il avait sa famille avec lui, c'est-à-dire moi, mon frère et ma sœur, ainsi que ma mère. Et lui, il était tout seul. Donc, c'était convivial. Hein. Donc, chacun avait sa chambre. On avait une chambre pour toute la famille. Hein. C'est vraiment très, très modeste. Et donc, moi, j'ai grandi là-bas jusqu'à 4 ans. Et ensuite, j'ai déménagé. Suite au divorce de mes parents, on a déménagé dans le quartier qui m'a vu grandir. Les souvenirs de moi quand j'étais enfant, sincèrement, on va dire sage, gentil, mais turbulent. Voilà, regarde, ça se voit d'ailleurs. Ça se voit sur mon fond, sur mon arcade. C'est écrit sur ton visage. C'est écrit sur mon visage, malheureusement, à tout jamais. Mais bon, on finit par s'habituer. Et sage, turbulent, plein d'énergie. Et en plus, au début, je faisais pas de foot encore. Donc c'est ce dont je me souviens. Voilà. Donc ça nous valait des. C'était assez sport pour ma mère, Mskina, quand j'étais petit. Ouais. Et tu parles de foot, justement. Tu as commencé à quel âge le foot et qu'est-ce que le foot, quelle était la place du foot dans ta vie? Moi, j'ai commencé le foot, en vérité, tardivement par rapport aux jeunes du quartier. Parce que quand tu es dans un quartier, en gros, dans le début des années 80, à Lille, en France, franchement, à part le foot, tu n'as pas grand-chose. Hein. Par le foot et l'école, et encore, peu de personnes avaient eu la chance d'être concentrées à l'école. C'est le foot. Moi, j'ai commencé, j'avais, je pense, 7 ans. 7 ans, puis ça m'a apporté de la stabilité. Faut dire, ça m'a apporté de la stabilité, ça m'a apporté de la confiance, ça m'a apporté, quand je dis stabilité, parce que quand t'as pas la chance de grandir avec ton père, il faut que tu compenses ailleurs, en général, et le fait, et d'ailleurs je le reporte
un grand chapeau, je leur lance une grande dédicace, tous les éducateurs dans tous les quartiers en France et dans les pays étrangers qui font un travail incroyable sur la formation de la jeunesse. Parce que moi, ça m'a vraiment apporté des repères, figures paternelles auprès de mes éducateurs. Et puis, ça m'a apporté de la confiance parce que quand tu commences à être bon dans ce que tu fais et que on te confie le capitana, par exemple, confie le brassard de capitaine, ça, je sais que ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi pour les autres domaines de ma vie. Et aujourd'hui, le foot, est-ce que tu as pu le transmettre à tes enfants, cet amour du foot? Ouais, au début, j'ai cru à un moment donné que ça allait pas le faire, qu'il allait avoir une cassure générationnelle à mon niveau. Mais ouais, parce que j'ai notamment mon plus grand fils qui a 11 ans, j'avais inscrit au foot, je me souviens, quand il était petit, j'avais inscrit vers 5 ans, je crois. Ouais. C'était pas trop ça au début. C'était pas trop ça. Il prenait le ballon, il allait dans le mauvais sens. Je lui dis, mais non, mais c'est dans l'autre sens. Et puis j'avais l'impression qu'il était complètement perdu sur le terrain, mesquine. Moi, mon but, c'était pas forcément d'en faire un footballeur absolument. Ouais. Je voulais qu'il fasse du sport pour les valeurs du sport, pour que ça puisse lui apporter ce que moi, ça m'avait apporté, comme la confiance en soi, etc., le leadership. Mais c'était pas ça. Et puis, au bout d'un moment, les choses comme quoi, faut jamais laisser chaque individu prendre sa voie, et après ça fait naturellement, et là les deux plus grands ils sont à fond dedans, c'est clair. Parce que le plus grand, il a fait un petit détour par l'escrime. On disait que le foot c'était mort, et maintenant il est 100% foot, habillé en tenue de foot tous les jours, et il a même des cages pour s'entraîner. C'est vrai, c'est les enfants, il faut leur laisser faire leur chemin. Et justement, on parle d'éducation. Quelle était l'ambiance à la maison? Quelles valeurs t'ont été transmises? Quand j'étais jeune, c'est ça? Ouais. Bah, l'ambiance à la maison, forcément, quand tu arrives dans un contexte où tu es dans la galère. Ma mère, quand elle est partie de chez mon père, on a déménagé dans le quartier. Elle parlait pas un mot de français. Voilà, son repère, on va dire, administratif pour remplir les papiers, les trucs, c'est mon frère qui avait, à l'époque, qui avait 16 ans, mon grand frère. Ma sœur, elle était jeune, puisqu'elle avait à peu près 7 ans. Quand tu arrives, tu es en galère, que tu rentres dans un appartement, un logement social, où il n'y a rien, à part, je me souviens, ma mère, elle me disait, ça c'est une petite anecdote qui m'a marqué d'ailleurs, c'est quand on était entré pour la première fois, elle m'a dit, va au fond, dans la pièce du fond, ouvre le placard. Il y avait vraiment rien dans l'appartement. On s'était servi, je me souviens, d'une table qu'on avait posée sur je sais plus quoi, on s'était servi d'une porte, pardon, voilà, ouais. Pour en faire une table sur laquelle on avait posé sur je sais plus trop quoi, et c'était notre seul meuble en vérité. Elle m'a dit, va au fond et ouvre le placard. Et là, je vois un paquet de barquettes de lu à l'abricot. Alors, il y a une histoire avec ces barquettes de lu, c'était mes gâteaux préférés. Et pour te dire, quand l'être humain, il a été habitué à se contenter de peu, la moindre chose peut l'émerveiller. Et bon, c'était mes Madeleines de Proust à moi, et ça m'avait vraiment marqué. Donc on débarque à rien, forcément, ça pousse les individus d'une même famille à se serrer les coudes. Vraiment, l'ambiance était très fraternelle, on était très proches, que ce soit entre ma mère et ses enfants, et entre frères et sœurs, on était vachement proches. Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce contexte pendant ton enfance? Le plus dur, c'est déjà d'avoir vécu avec très peu de moyens pendant un certain temps. Mais à la limite, moi, j'avais 4 ans. La galère, elle a duré pendant 2-3 ans, 4, 5, 6 ans. Franchement, un enfant, il se contente tellement de peu. Comme tu as encore ta capacité d'émerveillement que malheureusement, on perd avec l'âge, qu'on perd notamment à cause du fait qu'on se compare aux gens. Mais comme on est petit, très petit, avant d'être ado, on n'est pas trop dans la comparaison, dans le jugement, dans le regard des autres. On ne vit pas trop à travers le regard des autres. Donc, tu le vis assez facilement. Après, ce qui a été dur, forcément, c'est le fait de vivre sans son papa. Notamment quand tu vois que dans la cité, tout le monde a son père. Et ça, effectivement, c'est difficile. Mais on finit par s'adapter. C'est incroyable la capacité d'un être humain à s'adapter à toutes les circonstances. Et justement, qui ont été les autres figures masculines qui t'ont marqué et qui ont peut-être un peu compensé justement le manque de ton père? Alors ça rejoint ce qu'on est en train de dire juste avant. C'est ça qui est incroyable chez un être humain, subhanallah. C'est cette capacité d'adaptation, d'accord, et à compenser à côté quand t'as pas devant toi ce dont t'as besoin. Ouais, comme je le disais déjà, rien qu'au foot, l'activité sportive, les éducateurs,
c'est incroyable comme ça peut apporter justement un équilibre dans des familles qui ont été amputées d'un des deux parents, notamment dans le cas d'un divorce. Il y a aussi les grands frères du quartier qui sont là pour toi et qui savent, qui peut-être eux-mêmes avant toi ont vécu ça et qui du coup veulent que toi, à travers eux, sans vouloir remplacer un père, bien sûr, tu ne remplaceras jamais l'un de tes parents. Mais vraiment, ça permet de compenser. Et puis des amis aussi, dans une moindre mesure, les amis qui sont... moi, je sais que j'avais des amis. Et est-ce que naturellement, du fait que je n'avais pas eu la chance d'avoir mon père dans l'éducation, est-ce que ça m'a poussé à aller vers des amis qui sont beaucoup plus âgés que moi? Peut-être, mais en tout cas, je sais que j'avais plein d'amis qui avaient 3 ans de plus que moi. Et quand tu es jeune, 3 ans, c'est énorme. D'accord? Et c'est vrai que ça m'a apporté un certain équilibre. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, quand tu étais enfant ou ado, je veux pas rester coincé ici et je veux une autre vie? Est-ce qu'il y a vraiment un moment fondateur où vraiment tu t'es dit, faut que je sorte de là? Ouais. Au début, comme je t'ai dit, comme l'être humain, il a une capacité d'adaptation incroyable. Quand tu as 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, franchement, tu te laisses bercer par la vie. École, foot, télévision, centre, sortie avec le centre, etc. Tu ressens pas trop en vérité la misère. Aznavour disait que la misère, elle paraît moins pénible au soleil. Bon, pour le coup, il n'y avait pas de soleil à Lille. Ah ouais. Donc le réconfort, c'est limité. Ouais, le réconfort, on allait le chercher dans le foot, dans l'amitié, dans les sorties avec le centre, etc. Et je pense que le moment où je me suis vraiment dit, ouais, là, c'est pas si rose que ça, c'est quand tu grandis, tu deviens ado et que tu as des amis avec qui tu as grandi, t'as tout vécu, le foot, l'école, les galères, etc., qui commencent à partir en live. Qui commencent à avoir vraiment de sérieux problèmes, commencent à faire n'importe quoi, voler des voitures, vendre de la drogue. Et là, tu dis non, c'est pas possible. Et tu commences à avoir peur, même pour toi-même, parce que c'est des gens, tu les as connus enfants, hanines, gentils. Quand tu vois qu'ils commencent à avoir des boires comme ça, et des problèmes d'orientation, tu te dis, ouais, ça craint. Et là, tu te dis, là, il faut vraiment que je fasse attention à moi. C'est chaud pour moi, parce que c'est juste, ça te côtoie, c'est juste à côté. C'est ton voisin, ça peut être ton voisin d'en dessous, ça peut être celui avec qui tu as été à l'école depuis que tu es à la maternelle, etc., etc. Et c'est là que je me suis dit, faudra vraiment faire attention et sortir de cet environnement qui n'est pas le meilleur pour réussir. Et d'ailleurs, quel est le conseil que ta mère t'a donné, justement, elle qui voyait les jeunes partir un petit peu en live, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme conseil, ta mère? Le conseil qu'elle m'a donné comme ça instinctivement, voilà, donc l'instinct de sauvegarde de sa progéniture, c'est écoute mon fils, regarde autour de toi. Si tu veux pas devenir plus tard un délinquant comme le sont la plupart maintenant des grands de ton quartier, et comme sont en train de le devenir les gens de ta génération, de ton âge, si bosse dur à l'école, ramène-moi un bon diplôme et ensuite ramène-moi un bon job, quoi. Et un bon job pour une maman issue de l'immigration qui élève ses enfants tout seul, c'est ingénieur, cadre commercial, médecin, c'est de cet ordre-là. Et c'est important de peut-être détailler ce conseil-là parce qu'avec les armes mentales que ma mère avait à l'époque, avec le conditionnement de l'environnement dans lequel elle a grandi, et puis de ce qu'elle a vécu dans la vie quand même. Issue de l'immigration, donc tu sais, les gens, la génération de nos parents, issus de l'immigration, c'est des gens qui arrivent un peu complexés, un peu, on va dire aussi, quelque peu obnubilés par le concept de la réussite sociale. Voilà, je suis arrivé en France, tout en bas, on a bien voulu de moi. Je peux maintenant manger, dormir, boire, avoir un toit pour mes enfants. La seule issue, la seule réussite avec un grand R, c'est de réussir socialement. Et c'était déjà le premier matrixage qui a conduit beaucoup de gens de ma génération à être ce qu'ils sont aujourd'hui et qui a conduit beaucoup de gens de ma génération à choisir une voie qui n'était pas vraiment faite pour eux. Il y a cette fameuse voie toute tracée qui consiste à être un gentil petit élève qui travaille bien à l'école, obtenir son bac+5 et ensuite devenir cadre ou ingénieur. Tu vois, pour ensuite aller vers des vies qui ne sont pas forcément adaptées à notre bonheur. Une vie à côté de nos valeurs, à côté de nos origines, à côté de notre bien-être et de notre accomplissement personnel. Mais avec les armes qu'elle avait à l'époque, c'est le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner. Et donc, je m'y suis engouffré. Après, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné du bon et ça a donné du moins bon. Donc, paradoxalement, ta mère, elle était femme de ménage et pourtant, ça t'a ouvert de nouveaux horizons.
Tu peux m'en dire plus? Alors oui, ça peut paraître paradoxal comme tu le dis, mais c'est vrai. C'est que voilà, effectivement, ma mère, elle travaillait en tant que femme de ménage. Et paradoxalement, c'est ce qui nous a permis d'avoir un pont avec ce qui se passe en dehors du quartier. C'est ce qui nous a permis de voir que le quartier, c'était pas la seule issue. Pourquoi? Parce que elle travaillait chez des gens qui avaient de l'argent. Et quand je dis des gens qui avaient de l'argent, pour avoir une femme de ménage, il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire. D'accord? Mais parmi les gens chez qui elle travaillait, il y avait des gens qui avaient vraiment réussi, qui avaient un certain niveau social, dont des PDG de grosses boîtes qui étaient connus dans le nord de la France. D'accord? Et le fait qu'elle aille travailler chez ces gens-là, donc parfois, maman solo, qui travaille, qui doit élever ses enfants, parfois il n'y a pas l'école, parfois c'est le mercredi, parfois il n'y a personne pour nous garder, elle nous prend avec elle. Petit à petit, à travers son métier, on va chez des gens qui sont d'un certain rang social, qui sont d'un certain statut, et qui, pour certains d'eux, pas tous, vont commencer à s'attacher affectivement à nous, vont voir qu'on est gentils, des gens gentils, qui ont été bien éduqués, malgré la précarité sociale, et ils vont nous prendre un peu sous leur aile. Voilà. Donc je pense notamment à une famille, famille Laborie, qui je lance une grande dédicace si elle nous écoute, dont le papa était le PDG des Eaux du Nord. Voilà, les Eaux du Nord, c'est comme tu dis, la Lyonnaise des Eaux, c'est une grosse société du nord de la France. Le papa, donc Jean-Baptiste, il fréquente la haute classe lilloise. Et puis ils nous prennent sous leur aile. Ils nous invitent chez eux, on dort chez eux. Je me souviens, ils avaient un énorme escalier en colimaçon, un peu comme tu vois dans les films. Tu vois, c'est une grande maison avec je ne sais pas combien de mètres de hauteur sous le plafond. Ils ont une salle de jeu. À l'époque, t'imagines, c'était dans le début des années 90, ils ont une salle de jeu avec un ordinateur, avec une table de ping-pong, avec des trucs de fou, quoi, avec une console de jeu. Et aussi, c'est par leur cause qu'on découvre la culture. Ils nous ramènent au théâtre, ils nous ramènent à l'opéra. Si c'était pas par leur cause, peut-être jamais de ma vie, j'aurais été à l'opéra. Et aussi, ils nous ramènent dans des événements, dans des expos où tu as toute la nomenclature lilloise, les PDG qui se réunissent dans les expositions automobiles, etc. Et ça me fait découvrir le monde de l'argent, le monde de la réussite sociale et les hautes sphères de la société lilloise. Paradoxalement, moi, le soir, je vais dormir, je rentre dans ma cité où il y a des cafards, quoi. Justement, ça me donne une bonne transition sur une petite anecdote. Tu peux nous raconter l'histoire de la veste de cuir? La veste de cuir? Alors, ok. Bon, justement. La veste en cuir. Justement, un jour, il y a ma mère, il y a Odile, donc la femme de Jean-Baptiste Laborie, qui est PDG des Eaux du Nord à l'époque, qui dit à Kamel Mama, qui dit vite, il faut que Slimane, il se prépare, il fasse beau, il met ses plus beaux habits, il va aller avec Jean-Baptiste à l'exposition à l'île Grand Palais. À l'époque, ça s'appelait pas encore l'île Grand Palais, ça s'appelait Foire Commerciale. C'est la grande salle d'expo à Lille. D'accord, où il y a tous les grands événements, les salons, les conférences internationales, etc. Il dit, il va au salon de l'auto avec Jean-Baptiste, il faut qu'il s'habille bien. Donc nous, on panique. J'ai pas forcément des beaux habits, plutôt des habits en mode sportswear. Et donc ma mère, elle fouille dans ma garde-robe, elle trouve une chemise, elle trouve un jean, des chaussures classiques, mais il manque une veste parce que c'est l'hiver, et à l'hiver à Lille, tu peux pas sortir en chemise. Ça fait bizarre, tout le monde va te regarder bizarre. C'est pas Marrakech en gros. Et tu vas tomber malade. Donc aussi. Donc on a l'idée d'aller voir un ami très proche qui habite en bas, juste à l'entrée à côté, dans le même bloc que moi. Et donc il y a ma mère qui demande à la mère de mon ami, est-ce que Mehdi n'a pas une veste à prêter pour Slimane? Bah oui, ok, il n'y a pas de problème. Et donc il me prête sa veste, d'accord, une veste qui était présentable, une belle veste en cuir avec une moumoute, etc. Et donc je vais au salon de l'auto, bien coiffé, avec ma chemise, la veste en cuir, les chaussures classiques, le jean, etc. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Beau gosse. Voilà. Et je me souviens, on était sur un stand, c'était une Renault, c'était un concept car qu'avait lancé Renault. Ça s'appelait Renault Lagoon, il me semble. C'est pas Laguna qu'on a connu après, que c'était un modèle de série. Là, c'était une voiture coupée sport, très jolie. Je me souviens, c'était un bleu turquoise. Et tout le monde était autour. C'était un peu la vedette de l'exposition. Et là, tout le monde. Il y avait Jean-Baptiste à côté de moi. Il y avait des gens, des PDG qui faisaient partie un peu de la haute sphère lilloise.
Et donc là, on est là, et puis moi, je les écoute parler, on est devant la voiture. Moi, j'admire un peu la voiture. À un moment donné, je regarde ma main, et je vois qui sort de ma manche un cafard. Et donc, je regarde rapidement autour de moi. Et après, je sais plus. Donc, j'ai secoué comme ça la manche, comme si de rien n'était. Et deux souvenirs, personne n'a remarqué. Ou du moins, ils m'ont pas fait remarquer qu'il avait fait remarquer. Voilà, donc ça, c'est le symbole, c'est de la confrontation entre ce monde duquel je n'étais pas au final. Ouais. Et du monde duquel je venais, qui était la cité, quoi, avec malheureusement des petits amis qu'on n'avait pas choisi d'avoir avec nous. Et c'est très, très belle histoire. Quel a été ton plus gros complexe ou la chose que tu cachais quand tu étais plus jeune et comment tu as su la transformer en force? Alors, sans hésiter, dans la cité, quand j'habitais en cité, c'est le fait c'est le fait que mes parents soient divorcés, en fait. Pourquoi? Parce que tu vas aujourd'hui dans une cité, en 2025, peut-être la moitié, voire les 3/4 des gens, c'est pas des familles monoparentales, c'est normal. Mais dans le début des années 80, franchement, de souvenir, j'étais le seul parmi mes amis dont les parents étaient divorcés. Du coup, à partir du moment où tu habites dans un quartier où c'est un microcosme où tout le monde vit les uns, c'est un grand village, mais c'est exactement un village. Tout le monde vit les uns sur les autres. À partir du moment où tu as une différence, un handicap, des parents divorcés, alors que tout le monde a ses parents qui vivent encore ensemble, forcément, tu es sous le feu des projecteurs et tu es pointé du doigt. Tu es raillé, tu es moqué, c'est un énorme complexe. Donc forcément, après, tu peux pas trop le cacher, parce que les gens le savent, mais tu évites les discussions, tu es un peu complexé, tu te mets dans une posture où tu fais en sorte que les gens vont pas t'attaquer sur ce point-là, parce que en gros, c'est bête en réalité, quand tu y penses. Mais les enfants sont cruels. C'est bête, mais en vérité, c'était la honte, simplement. Parce que tu es le seul dans le quartier où ta maman t'éduque seule et ton père, il n'est pas là, etc. Tu vois. Donc, c'était un gros complexe. Après, comment j'en ai fait une force? Ça m'a appris à me construire une carapace contre le regard des gens. Dans un premier temps, c'est le réflexe d'autodéfense. Tu te mets une carapace, tu t'isoles parfois, tu te mets à l'écart ou tu te rapproches de gens qui, dans le quartier, étaient comme toi, mais franchement, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait peut-être un, tu vois, qui était comme moi. Et après, surtout pour plus tard, c'est ça qui a fait... Ça a été une force pour moi. Ça m'a appris à vivre indépendamment du regard des gens. Et à comprendre que si tu vis à travers le regard des gens, comme c'est le cas pour la plupart des gens à notre époque, malheureusement, t'es mal barré. Parce que je peux te dire que les gens, à la moindre... Ils louperont pas la moindre occasion de te rabaisser, de te moquer, de te railler, etc. Donc ça, c'était une grande force et ça me permet de rappeler à tout le monde une phrase de citation de Ahmad al-Rifa'i, qui est un grand savant musulman du 6e siècle, qui a dit, en résumé, avec une traduction en français rapproché, c'est un des plus courts chemins vers la sagesse, c'est quand, ou un des signes que tu as atteint un certain niveau de sagesse plutôt, c'est quand tu te soucies ni des griefs des gens, ni de leurs éloges. À partir du moment, et donc traduction, à partir du moment où tu vis indépendamment du regard des gens, là, tu as atteint un vrai niveau de sagesse, qui est non négligeable. Et c'est vrai en vérité, parce que qui aujourd'hui vit indépendamment du regard des gens? Et ils ont fait des études incroyables où une corrélation sur la taille des écrans de télévision entre voisins. Bizarrement, les voisins, ils ont à peu près tous la même taille de télévision, parce qu'ils se concurrencent là-dessus, en fait. Que dire sur le modèle de la voiture? Que dire sur la taille des maisons? La plupart des gens aujourd'hui achètent des maisons beaucoup plus grandes que ce dont ont besoin réellement leur famille, parce que ça fait bien d'avoir une grande maison. J'ai réussi socialement. Le SUV, pareil. Les marketeurs, les grandes marques en ont profité. Un SUV, au final, tu peux mettre 5 personnes, comme si tu as une Clio et le coffre, il n'est pas si énorme que ça. Parce que ça permet de rouler des mécaniques, parce que ça permet de vivre à travers le regard des gens. Voilà. Donc c'est ce que ça m'a apporté et c'est un apport qui est non négligeable.
toute façon, le bonheur aussi commence quand on a compris que quoi qu'on fasse, on va déplaire à certaines personnes. Si on essaie de plaire à certaines personnes, on va quand même leur déplaire. Même le meilleur des hommes, ouais. il y a des gens qui l'ont combattu. Que dire de nous, modestes personnes que nous sommes. Est-ce qu'il y a un moment où, dans ton parcours, dans ton enfance, et après on parlera plus d'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti seul, incompris, pas soutenu? À partir du moment où je suis arrivé en cité, voilà, comme je t'ai dit, on s'est vraiment rapprochés avec ma mère, mon frère, ma sœur. On était très proches les uns des autres. Donc ça nous a beaucoup aidés. Je me sentais pas seul. Et ma mère, là, je lui porte aussi une grande dédicace parce que c'est à elle, en premier, en vérité, que j'aurais dû porter cette dédicace dans cette vidéo. Mais c'est incroyable le courage dont elle a fait preuve pour essayer de compenser à la maison l'absence du père, etc. Donc je me sentais pas seul. Après, il y a eu des amitiés. On a commencé à se faire des amitiés dans le quartier, au centre, au foot, etc. Vraiment, c'était une belle communauté, en fait. Je garde beaucoup de bons souvenirs de ma jeunesse au quartier. Plus de bons, en tout cas, que de mauvais. Mais peut-être si à un moment donné où je me suis senti seul, c'est dans la transition vers l'adolescence. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à mener des réflexions sur mon existence, sur l'environnement dans lequel j'étais. Parce qu'il y a des amis... en fait, quand tu rentres dans un quartier, quand t'es dans un quartier au moment où tu rentres dans l'adolescence, tu te rends compte que en fait, c'est plus le monde des bisounours. Tu commences, il y a des choses néfastes que tu voyais pas avant, d'un point de vue environnemental, et que là, tu peux plus nier. Les gens qui commencent à partir en live autour de toi. Tes amis avec qui tu es à l'école depuis la maternelle, avec qui tu partages tous tes moments, parce que tu es avec eux à l'école, tu sors de l'école, c'est le foot, sur le terrain du quartier, tu es avec eux au foot. Le week-end, c'est le club de foot, tu es avec eux au club de foot, tu es quasiment tout le temps avec eux. Et quand ces gens-là, tu commences à te séparer d'eux parce qu'eux, ils commencent à choisir clairement un chemin et toi, clairement, t'en choisis un autre, tu te sens seul. Sans compter la crise de l'adolescence, le manque de confiance en soi, la remise en question. Et là, j'ai un souvenir, par exemple, qui me vient en tête quand je parle de ça, c'est j'ai 14 ans, je crois, je sais plus, en tout cas, je suis en première, je suis en classe de première. Donc, il fait froid. C'est l'hiver à Lille. Ça revient souvent, ce thème de « il fait froid ». Non mais t'imagines, tu dois te lever, t'as cours à 8h au lycée, tu dois te lever l'hiver. Moi, je m'en souviens toujours pour te dire, un peu tellement il faisait froid. Il y a une fille qui avait les cheveux crépus et elle était hyper complexée par ses cheveux. Et donc, elle plaquait ses cheveux avec du gel, de l'eau, etc. Et un jour, il faisait tellement froid que ses cheveux, ils ont gelé. Ils ont gelé. Et tout le monde, à l'école, tout le monde l'a insulté. En tout cas, tout le monde l'a rabaissé. Mais c'est incroyable pour te dire. C'est dur psychologiquement parce que tu te lèves le matin, il fait froid. Tu sors et je me souviens, je fais la route tout seul parce que arrivé en classe de première, ça y est, il y a personne de mon quartier qui était avec moi au lycée. Au collège et à l'école primaire, oui, mais au lycée, je faisais la route tout seul. Je fais la route tout seul et j'ai mes écouteurs. C'était la génération des mini-disques. Ah ouais. Tu te souviens, les mini-disques, j'avais dégoté ça chez un de mes cousins à Paris. Il n'y avait personne dans le quartier qui avait un mini-disque, mais moi, j'avais dégoté ça chez un de mes cousins à Paris. Et j'avais la musique. Et là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? J'avais pas envie d'aller à l'école. Et pour te dire, c'est la seule année, entre la maternelle et mon diplôme, à la fin de mes études de grande école de commerce, c'est la seule année où j'étais je vais pas dire nul, mais genre j'avais 11 de moyenne. Et sans compter sur le fait d'être bon à l'école, ça a toujours été une source d'espoir pour moi. De sortir de ce quartier-là, et c'est ce vers quoi ma mère m'avait dirigé. Souviens-toi le conseil qu'elle m'avait donné petit, sois bon à l'école, tu vas t'en sortir, mon fils. C'était un point de repère et un point de confiance, et j'étais très bon à l'école. Et en première, voilà, je me sentais seul parce que, au lycée, il n'y avait personne de mon quartier, les gens avec qui j'avais l'habitude de vivre jusqu'ici. Je me remettais en question, je manquais de confiance en moi, et en plus, je commence à être pas bon à l'école. Et là, je commence à douter. Et c'est là où je pense que je me suis senti le plus seul. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et justement, le Slimane adolescent, il rêvait de quoi ? C'était quoi son grand rêve ou ses grands rêves ? Alors, tu sais, nos rêves, notre manière de voir le monde, nos pensées, notre vision du présent et du futur, forcément, elle est conditionnée par l'environnement dans lequel on grandit. Évidemment. Et le quartier... Alors,
Peut-être moins à l'époque que maintenant, parce que maintenant, tu as Internet, tu as les clips de rap en permanence, tu as les réseaux sociaux où tu vois, il y a les vendeurs de rêves, il y a les Lambeaux, il y a Dubaï, il y a les trucs, il y a la grande vie. À l'époque, on n'avait pas ça. Mais on l'avait quand même à travers la musique, à travers la télé. Et un jeune homme de quartier, adolescent, il rêve de ce que rêvent ses copains. C'est-à-dire la grande vie avec plein d'argent, une belle voiture, le mec money, etc. On faisait un peu de business dans le quartier, licite, je vous rassure. Moi, j'ai jamais basculé sur le côté licite de la force, mais on faisait des petits business, on achetait des trucs, on les revendait. Bon, parfois, c'est vrai, on vendait de la contrefaçon, on allait chercher on était à la frontière belge. Il y a prescription, je crois. Il y a prescription, c'est bon. Non, on allait à la frontière belge, on allait à Anvers, c'est en Belgique, Antwerpen pour les Flamands, et là-bas, c'était vraiment le centre névralgique de la contrefaçon. C'est-à-dire, il y a des mecs, ils avaient des boutiques au centre-ville de plein de choses différentes. Et quand ils voyaient des jeunes arriver de quartier de France, bon, ils arrivent de France, ça se voyait, venaient par ici, ils ouvraient, il y avait une arrière-boutique, toutes les contrefaçons, Eden Park, Lacoste, Paul & Shark, etc. C'était les marques de l'époque qui étaient connues dans le quartier. Et on faisait des petits business, etc. C'est de ça qu'on rêvait, en fait. C'était pas très, très finaux, mais on rêvait de gagner beaucoup d'argent, tout simplement. T'avais pas une anecdote en Belgique, justement, avec ces histoires de... C'est de quoi, de contrefaçon aussi. Et puis ça symbolise bien, en fait, le garçon que j'étais à l'époque qui était perdu entre deux mondes. Ouais. Le Slimane qui était bien élevé, très bon à l'école, sage, etc. Et le Slimane qui vient d'un quartier, qui a des amis de quartier, etc. Donc on prend le bus depuis Lille jusqu'à la frontière belge, jusqu'à Tourcoing. Et à Tourcoing, on prend le train pour aller en Belgique jusqu'à Anvers, pour aller chercher de la contrefaçon. Donc on était, 6-7 personnes du quartier. On avait tous chacun un peu d'espèces sur nous et on va acheter de la contrefaçon. On achète la contrefaçon, on revient. Je me souviens, c'était un dimanche. Et au retour, donc on prend le train de Anvers jusqu'à Tourcoing. Et au retour, on est à Tourcoing, à la frontière belge, et on attend le bus pour retourner à Lille. Et il n'y a pas grand monde dans les rues, parce qu'à Tourcoing, c'était aussi l'hiver. Un dimanche, il n'y a personne dans les rues. C'est pas foufou. Et on est 6-7 comme ça, dégaines de quartier, casquette Lacoste, etc. Et avec des sachets dans les mains. Et là, je me souviens de toute ma vie, on voit de l'autre côté de la route, on est en train d'attendre le bus, il y a un camion, il y a un car de police qui nous voit. Et il passe comme ça devant nous, et ils nous regardent comme ça, et nous on les regarde comme ça. Et bien sûr, hop, ils font demi-tour, ils accélèrent, ils font demi-tour, ils viennent à nous. Tout le monde, il y avait le plus grand qui était avec nous, il y a un des grands du quartier qui était avec nous, il dit lâchez, jetez vos sacs. Il y avait une espèce de contrebas de l'autre côté de la rambarde, et il dit balancez vos sacs. Et on balance comme ça tous nos sacs. Et après, ils arrivent, ils disent qu'est-ce que vous faites là, etc. Il dit non, monsieur, on est là, on se promène, etc. Vous êtes où, vous habitez où, etc. On habite à Lille. Qu'est-ce que vous faites à Tourcoing? Dimanche à Tourcoin, tu viens d'un quartier de Lille, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Et là, c'est suspect. D'accord, fait montrez-moi vos papiers, contrôle d'identité. C'est là que les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que personne n'avait papier d'identité. Alors, et maintenant, ça me rappelle un truc, c'est que on n'était pas à Tourcoing, on était en Belgique encore, de l'autre côté. On est au niveau de Tourcoing, mais de l'autre côté, on était encore en Belgique. Et là, c'est le drame, parce qu'on n'a pas de papier, on est mineur, à l'étranger. Imagine le truc. Sauf moi, il dit, et tout le monde commence à... J'ai un ami, je me souviendrai toujours, Karim, qui commence à pleurer, j'ai pas de papier. Il sort une carte une carte de collégien du conseil régional du Nord. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pas une pièce d'identité. Et moi, là, je sors ma pièce d'identité. C'est les anciennes là, en carton. Là. Ah, ça date. Ça date. Je sors ma carte qui se dépliait en trois, la carte nationale d'identité, là, avec le cachet là, devant, le timbre fiscal devant cacheté. Je sors ça, et je sors en plus mon autorisation de sortie de territoire français pour mineurs. Donc ils me regardent comme ça, certains des papiers. Bon, lui c'est bon, mais les autres Bref, on a négocié avec eux, etc. Après, et comment ça se fait que toi, tu avais ta pièce d'identité, tu avais ton autorisation de sortie? Parce que, en fait, parce que j'étais prévoyant. D'accord, j'avais déjà ce petit côté rigoureux, prévoyant, etc. Qu'on sait de moi encore aujourd'hui. Et c'est parce que j'avais eu la chance d'avoir un voyage scolaire à Londres quelques années avant, en 6e, et ce qui fait que j'avais cette autorisation de sortie de territoire pour mineurs. Voilà, donc ça m'avait permis de sortir de l'histoire, et du coup, c'est ce qui, à mon avis, leur avait permis de se dire, bon allez, c'est bon, il y en a un qui est en règle, au moins on passe. Et après, on a pu récupérer d'ailleurs
nos affaires. C'est ce que j'allais te demander. Vous avez. Si, on a pu les récupérer. Ils n'ont pas été confisqués. Sinon, ça aurait été confiscation en plus amende. Ah ouais. Donc là, ça va. Et comment dire, après ce petit épisode en Belgique, on salue d'ailleurs tous nos amis belges. Il y a pas mal de gens. On accompagne des Belges. On aime beaucoup les Belges. C'est vraiment. Belle mentalité, beau mindset. Ouais. D'ailleurs, quand on habite dans le Nord, il y a beaucoup de. Souvent, les gens ils vont au resto en Belgique, ils font beaucoup de. Enfin, voilà, c'est la frontière. T'as Bruxelles à 1 heure. Ouais, c'est clair. On salue nos amis belges. Alors, à quel moment tu t'es dit, à l'adolescence, ou peut-être un petit peu après l'adolescence, je vais entreprendre? Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, il y a eu un vrai tournant. Il y a plein de choses en réalité. Peut-être deux choses principales. Il y a le fait que, du fait que ma mère, elle était femme de ménage, ça nous a permis de faire le pont vers des gens qui étaient entrepreneurs. Qui gagnaient beaucoup d'argent, qui étaient entrepreneurs, etc., en voyant leur vie. Alors bien sûr, quand tu es jeune, tu vois que les avantages, les belles maisons, les belles voitures, le personnel à la maison, le fait d'avoir de l'argent pour sortir, aller au ciné, aller au musée, etc. Mais la deuxième chose, c'est un des membres de ma famille qui est le cousin de ma mère et qui vient régulièrement à la maison, d'accord, qui lui est entrepreneur dans le bâtiment. C'est-à-dire, il a sa petite société de bâtiment avec une 12aine d'employés. Et quand il vient à la maison, il a une belle voiture, quand même beaucoup plus belle que la plupart des gens qui avaient leur voiture garée dans le quartier. Quand il vient à la maison, on commande des pizzas. C'est pas du quotidien, ça coûte cher de commander des pizzas. Il nous ramène au restaurant. Quand il commence à faire beau, parce que parfois il fait beau dans le Nord aussi. Parfois. Ouais, juin, juillet, août, il fait à peu près beau. Il y a une petite fenêtre dans l'année où tu peux entreapercevoir le soleil. 3 mois, juin, juillet, août. Donc, le week-end, on sort, il nous ramène en Belgique, justement, on va à la plage à Ostende, on va au restaurant. Quand je suis adolescent, il m'achète un tam-tam. C'est quoi un tam-tam? Oui, c'est l'ancêtre du téléphone portable. Mais attends, c'était un événement dans le quartier. Le premier à avoir eu un tam-tam. Même moi, à l'époque, c'était vraiment... Tu étais à l'avant-garde quand tu avais un tam-tam. Il y avait un tam-tam. Il y avait une personne sur 100. Il y avait Tatou et tam-tam. Tatou, tu pouvais juste recevoir un numéro de téléphone. Ouais. À quoi ça sert? En fait, ça voulait dire, voilà, tel numéro, rappelle-moi, va à la première cabine téléphonique et rappelle-moi. Voilà, mais le tam-tam, c'était des textos. Tu pouvais t'échanger des messages textos. C'était ouf. Voilà, encore fallait-il que dans ton entourage, dans tes amis, il y ait des gens qui ont un tam-tam pour t'en envoyer un. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais je me souviens des gens qui avaient des tam-tams, ils se sentaient un peu seuls parce qu'ils étaient là avec leur tam-tam, mais personne... Si, ça nous servait à quelque chose, excuse-moi. Ça, on recevait les infos. Dessus. On avait des flash infos. Ouais. Mais quand après l'avènement, il y a eu l'avènement du téléphone portable, il avait un téléphone portable, il y avait un Ericsson. Je lui disais, prête-le-moi, etc. Mais lui, c'était pour son travail. Ouais. C'était incroyable. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais moi, je veux être comme ça, moi. Comment il faut faire? Il faut être entrepreneur. Parce que lui, il était entrepreneur. Il me prenait avec lui. D'ailleurs, après, quand j'ai commencé à grandir, pour me payer mes vacances l'été, je faisais des stages chez lui. Je bossais à fond pendant 1 mois dans le bâtiment. Et ensuite, le mois suivant, j'allais en vacances et tout ça. Et c'est vraiment ce modèle-là qui m'a servi de déclic pour me dire, ça y est, là, c'est bon, je vais être entrepreneur. Il t'est pas arrivé une bricole d'ailleurs sur un chantier? Ah ouais. Oh, punaise, ouais. Là, on raconte vraiment les détails de ma vie. Ouais, un jour. Mais les gens veulent savoir, Slimane. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, dans les commentaires, si vous avez d'autres questions que vous voudriez poser à Slimane dans les prochains podcasts. Alors, c'est l'été. J'ai 17 ou 18 ans. C'est l'été sur un chantier de rénovation d'un immeuble dans le Vieux-Lille. Le Vieux-Lille qui deviendra plus tard le coin le plus bobo de l'agglomération lilloise, parce qu'historiquement, le Vieux-Lille, c'est les bars et les cafés immigrés, c'est les gens pauvres. Mais après, ils ont transformé ça en un truc un peu bobo chic, tu vois le truc. Ouais. Et là, vraiment, on est dans la période, dans la transition, avec le nouveau Vieux-Lille qui va servir de lieu d'habitation pour les riches de l'agglomération lilloise. Et donc, c'est tout un immeuble qui faisait le coin d'une rue, je me souviens, qui est en rénovation. Et il y a le cousin de ma mère, justement, qui décroche un contrat pour de la rénovation. Fait du bardage, de la rénovation, etc. Et un jour, c'est la pause. Et comme tous les ouvriers, c'est l'heure de la gamelle, c'est l'heure où tu prends ton sandwich. Mais j'ai envie d'aller aux toilettes, à chèque. Et là, je cherche un coin. Malheureusement, le lieu est encore en rénovation. Il n'y a pas les sanitaires qui sont prêts. Donc, je cherche un endroit à l'écart pour pouvoir faire mes besoins. Et à un moment, donc, du coup, mon instinct me dit d'aller vers un endroit qui est sombre,
parce que à l'abri de tout regard. Donc je me dis peut-être là, je vais trouver, il y a un coin. Et à un moment donné, donc, je me dirige vers cette pièce qui est sombre. Et d'un coup, je peux vous dire, ça fait vraiment très bizarre. Je le souhaite à personne. Je mets un pas devant l'autre. Et à un moment donné, soudainement, je tombe dans un trou. Je tombe dans un trou, un dénivelé de 3 mètres. Ah ouais. Et là, ça fait vraiment bizarre parce que tu sais pas ce que tu trouves. Ça dure une fraction de seconde de chuter de 3 mètres. Mais ça fait extrêmement bizarre parce que tu te dis, l'espace d'un instant, tu te dis, ouais, ça va me ramener où ce trou? Peut-être ça va me ramener à l'étage en dessous, en fait. J'en savais rien. Et là, alhamdoulilah, à part quelques égratignures, le trou, il faisait que 3 mètres, tu vois. Ouais. Donc, Une bonne chute. C'est l'anecdote T'as vécu des choses, Slimane, quand même avant. du chantier. Après, l'autre anecdote du chantier, c'était dans la rénovation d'une cuisine d'un snack qui est d'ailleurs très célèbre à Lille, dont je ne vais pas citer le nom, qui s'était fait épingler par l'inspection de l'hygiène. Et il y a un des employés qui n'était pas très futé. De toute façon, dans un groupe d'employés dans le bâtiment, il y en a toujours un qui fait n'importe quoi. Et là, forcément, donc voilà, c'était arrivé. J'étais sur le même chantier que lui. Et on était dans un sous-sol, donc dans un endroit mal aéré par définition. Et il nous a asphyxiés à l'acide chlorhydrique pur. Ouais, Commençait à badigeonner, je ne sais plus pourquoi. Et on s'est retrouvé avec des vapeurs, comme ça, je me serais toute ma vie. Et on a évacué au bout d'un moment, quoi. Mais en fait, il aurait pu nous tuer. On s'en est rendu compte, c'était tout jaune autour de nous. Voilà, donc voilà, c'était une des anecdotes du chantier. Il y en a plein d'autres. Mais t'as commencé à travailler jeune, en fait. J'avais 17 ans, je crois. Ouais. 17 ans, faire des chantiers. Et avant ça aussi, je travaille pour la mairie. Parfois, il y avait des stages avec la mairie qui nous permettaient de financer nos vacances, etc. Donc, à 17-18 ans, je commençais à bosser pour mon oncle et après la mairie, etc. D'accord. Dans l'entrepreneuriat, qui c'est la première personne qui a cru en toi? Alors, la première personne qui a cru en moi, c'était l'oncle de mon premier associé et qui est du coup est devenu notre premier mentor. Quand je dis mentor, le mentor à l'état pur. D'accord? C'est les mentors à l'ancienne où je te prends sous mon aile parce que par solidarité intergénérationnelle, un mentor, il n'a pas besoin d'un petit jeune qui a 20 balais. Il était multimillionnaire déjà. C'est l'envie de transmettre. C'est l'envie de transmettre. Il n'y a aucun autre intérêt que l'envie de transmettre et la solidarité avec la génération d'entrepreneurs qui arrive. Et il devient mon premier mentor et c'est lui qui croit en nous alors qu'on a 20 ans à peine. Et au début, je me souviendrai, je le rencontre la première fois. Je le salue d'ailleurs lui aussi s'il nous écoute, Youssef. Je vais le voir, c'est mon associé qui était d'abord un ami. Et je cherchais un stage en école de commerce. J'étais en école de commerce. Et il fallait que je trouve un stage. Et je vais le voir. Et lui, je sais qu'il a... Mon ami me dit, ouais, mais mon oncle, il connaît trop de gens. Il travaille avec des grosses sociétés parce qu'il était dans le déstockage alimentaire. Il travaille avec Cadbury, il travaille avec Créma, il travaille avec des grands noms de l'agroalimentaire, de la confiserie. Et il me dit, ouais, il me reçoit et tout. Et je fais un espèce de pré-entretien avec lui. Il me dit, écoute, je vais transmettre ta candidature et tout ça. S'il y a un truc, etc., je parlerai, j'ai des connaissances. Il n'y a pas de souci, tu es prêt à te déplacer à Paris et tout. Ouais, il n'y a pas de problème. Et au final, cette histoire, ça s'est transformé au lieu de faire un stage, comme tous mes petits camarades d'école de commerce de 6 mois, en fin de 2e année d'école de commerce, je me dis, c'est bon, je vais me lancer. J'en ai marre, je vais me lancer. J'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat depuis ma jeunesse dans la cité, etc. Et je dis, je vais me lancer. Et il nous aide à lancer notre première boîte. Voilà. Et justement, là, tu m'as parlé de la première personne qui a cru en toi. Est-ce qu'il y a des gens une personne ou plusieurs personnes qui ont essayé de te décourager de te lancer dans l'entrepreneuriat? Je ne retiens pas une personne en particulier, mais c'est tout ton environnement, en fait. Bon, à part Youssef, ton premier mentor, et ta mère, qui croit inconditionnellement en toi. Et encore, c'est pas toujours le cas. Souvent, les parents, ils sont réticents à ce que leur enfant se lance dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, mais en fait, il faut se rendre compte. C'est là aussi c'est intéressant de rappeler l'importance de l'environnement dans lequel tu évolues, dans lequel tu grandis, dans lequel tu évolues. C'est que les gens sont tellement enfermés, emprisonnés dans leurs croyances limitantes que forcément, quand toi, tu veux faire un truc qui est un peu au-dessus de ce qu'eux ont l'habitude de faire depuis des générations dans leur famille,
forcément, ils renvoient leur manque de confiance en eux-mêmes sur toi. Mm, mm. Et ils te disent, mais tu te prends pour qui, toi? Ouais, parce que tu travailles bien à l'école, c'est bien, mais tu vas, Zama, devenir un entrepreneur, Zama. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quasiment personne qui croit en toi, mais il y a de la jalousie. Mais l'origine, c'est le fait qu'eux-mêmes, ils ne croient pas en eux. Donc, comment, si tu ne crois pas en toi, comment tu veux croire en un de tes semblables qui a grandi avec toi dans ta cité, la même enseigne, quoi? Quelle a été ta première galère d'entrepreneur, celle dont tu peux rire aujourd'hui? En fait, il y en a plein. Moi, quand je commence dans l'entrepreneuriat, dans un monde qui n'est pas facile, l'import-export, le déstockage de denrées alimentaires périssables, c'est-à-dire, en fait, tu achètes des produits avec une DLUO courte, une date limite d'utilisation optimale qui est très courte, et on te refourgue des stocks à bas prix parce qu'ils vont bientôt être périmés. Si tu les revends pas, tu les gardes avec toi, en fait. Tu peux plus, à part les détruire ou les donner. Ou les manger. Mais voilà, tu vas manger des barres chocolat périmées tout seul, des palettes entières. C'est compliqué, pour te donner un peu. Donc, des déboires, genre, on était à la limite de perdre du stock, etc. Il y en a plein. Des gens qui ont essayé de nous escroquer. Et ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue de la maturité. J'ai pris à 20 ans, j'ai pris d'un coup 20 ans d'expérience. 20 ans de maturité, pardon. J'ai pris 20 ans de maturité. Donc, les cas où on a failli nous escroquer, je me souviendrai toute ma vie, donc on commence à faire du volume, et on commence à petit à petit rentrer dans ce monde-là de l'import-export, de la vente de marchandises, de la confiserie, et on vendait entre autres aux gens qui avaient des stands sur les marchés. Vous savez, dans les marchés de toutes les grandes villes, tu as toujours un ou plusieurs stands où ils vendent des bonbons de marque, des chocolats, des gâteaux de marque, mais moins chers. Mais c'est nous qui les fournissions, en fait. D'accord? Parce qu'on faisait du déstockage alimentaire, on achetait les surplus de stock, les fins de stock aux grandes industries du style Cadbury, Wrigley, Masterfood et autres, et on les revendait aux gens qui avaient des stands sur les marchés. Et à Paris, il y a des gens qui ont des stands sur les marchés, mais c'est quasiment c'est pas des multinationales, mais c'est des gens qui génèrent énormément d'argent. D'accord? Ça parle en centaines de milliers d'euros. Ouais. Il ne faut pas croire. Hein. Tu les vois comme ça derrière leur stand, mais ça débite incroyablement. Et un jour, on accroche un des gros bonnets, justement, et il nous dit, voilà, je vous prends un truc, voilà, montre-moi ce que vous avez. On leur envoie, on me dit, ouais, c'est bon, je prends ça, je prends 2 palettes de ça, 3 palettes de ça, ouais, le prix, ça me va, 1 palette de ça. On est là, les yeux grands ouverts comme ça. Ouais. Et il dit, ok, de toute façon, je viens voir la cam, c'est dans le jargon, on appelle ça de la cam, je viens voir la cam, je viens à Lille samedi voir la cam. Je prends le train, je vais à Lille. Et nous, on est tout contents, etc. Et on voulait être fiers. Après, on se dit, on ne va pas le dire à notre mentor, donc Youssef, on ne va pas lui dire, et ça, on va lui faire la surprise, etc. Et bon, à un moment donné, donc il prend le train pour venir nous rejoindre, et nous vient quand même l'idée de lui dire, écoute, Youssef, voilà, on a dégoté un gros client, il est connu sur la région parisienne, il va nous acheter ça. Ah ouais? Et lui, très calme comme ça, je me souviendrai toute ma vie de sa réaction. Ah ouais, il s'appelle comment? Il est connu, tu m'as dit, il s'appelle comment? Je lui dis, ouais, c'est un tel, etc. Il a les stands sur tel truc à Paris, dans tel marché, de telle ville de Paris, etc. Et il fait comme ça, il regarde. Il baisse la tête. Il fait. Bon, écoute, tu lui dis de ne pas venir. Mais c'est trop tard, il est dans le train. Et le mec, il arrive à la gare de l'Île-Flandre, j'ai fait toute ma vie. Il me dit, bon, c'est bon, les gars, vous voulez me chercher? Comme prévu, je suis arrivé là à la gare, etc. Je suis habillé comme ça, etc. Et on lui a pas répondu. Il nous rappelle, on lui répond pas. Et on lui a jamais répondu, en fait. Parce qu'il s'avère que cette personne-là, c'était sa technique. C'était un escroc ou demi-escroc, c'est-à-dire il vient, il négocie pas le prix avec toi, il charge maximum de marchandises, il prend un camion, 33 palettes, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de marchandises. Hein. Et il dit, t'inquiète pas, sur 150 000 euros de marchandises, il te donne 20 000 euros en espèces. Il te dit, Laura, je vais vendre et après, je te paye au fur et à mesure et après, va récupérer ton argent, en fait. Donc voilà. Donc, ça, c'est une anecdote. Et une autre qui était un peu plus subtile, humour, bien sûr. Je me souviendrai toute ma vie là aussi. Alors, le mentor, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le mentor, la relation d'un mentor à mentoré, d'accord, c'est quoi? J'ai pas besoin de l'élève de l'argent de mon élève quand je suis mentor à l'époque. À notre époque, on paye un mentor pour qu'il nous accompagne de A à Z.
comme le font nos élèves à la Wake Up Academy. Mais à l'époque, c'est pas comme ça. Tu rends des services en échange. Tu peux nettoyer une salle, tu peux décharger des camions, comme on le faisait avec notre mentor. Donc, dès qu'il y avait des camions qui arrivaient, Slimane, Jalel, voilà, il y a un camion qui arrive, là, demain matin à 8h, vous soyez au dépôt, vous me déchargez le camion. Tire palette, Fenwick, et on déchargeait les palettes une par une. Ça aussi, ça m'a forgé. Quand tu fais 50 kilos tout juste, c'est pas évident. Mais bref. Et un jour, donc, le routier, et il y avait Youssef, il nous avait dit, une règle d'or, quand on est à son dépôt, il n'y a personne. Il nous a regardé entre quatre yeux, il nous avait dit, écoutez, il n'y a jamais personne qui rentre dans mon bureau. Même cas de force majeure, il n'y a personne, parce que dans son bureau, il y avait tous ses contacts, il y avait des documents sensibles et tout ça, de partenariats qu'il y avait, etc., avec des grands industriels et autres. Il dit, jamais personne. Et un jour, on décharge un camion, et il y a le routier qui vient et qui me dit, jeune homme, tu peux me montrer les toilettes, s'il te plaît? Et là, je le regarde, les toilettes, ils étaient où? Dans le bureau de Youssef. Donc, je reste bloqué comme ça pendant, je sais pas, 5 secondes qui paraissent 10 ans. Et il voit que je le bloque. Il se demande pourquoi je bloque. Parce qu'il m'a demandé une question anodine, c'est vrai. Il demande la toilette à quelqu'un, c'est les besoins primaires, et tu dois lui indiquer. Et je regarde comme ça, je baisse la tête. Et il me dit, t'inquiète pas, mon grand, je vais pas te toucher. On connaît la réputation des routiers, en plus. On salue les routiers. On les salue, pas de préjugés. Mais il me regarde comme ça, il me dit, t'inquiète pas, je vais rien te faire, mon grand. Bon, bref, un langage de ce style. Et puis finalement, il me sort de mémoire que je lui avais quand même indiqué les toilettes. Et voilà, quoi. Un grand big up à tous les routiers. Alors, quelle a été la période la plus difficile de ta vie d'entrepreneur, celle où tu t'es demandé si tu allais continuer? Alors moi, j'ai lancé ma première entreprise, c'était de l'import-export en confiserie, en boisson. Et je faisais du déstockage aussi. En fait, c'était très, très, très difficile parce que c'est l'apprentissage, c'est la période d'apprentissage. J'étais en plus étudiant. Après, j'ai repris mes études en alternance. J'avais l'école, que j'ai un peu délaissée. Je faisais le strict minimum. Mais c'était extrêmement difficile d'avoir les deux. Mais tu es tellement fougueux quand tu as 20 balais. Tu as tellement confiance en toi, tu as tellement la fougue de la jeunesse que même si c'était dur, je me suis jamais dit je vais abandonner. D'accord? Je crois que ensuite, après ça, j'ai ouvert des business dans des domaines, plein de domaines différents. Mais je crois que la période la plus dure, c'est la période où j'étais sur un projet qui m'a pris toute ma hayat, comme on dit, toute ma vie. C'est quand on a ouvert avec des associés, avec des partenaires, une boulangerie industrielle. Voilà, c'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce qu'on n'était pas du tout du domaine. Et là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui veulent lancer un business, alors que ce n'est pas forcément leur domaine. C'est possible. C'est comme, je ne suis pas le premier à avoir fait ça. Elon Musk, pour prendre un exemple très célèbre, lui, il a lancé SpaceX. Donc là, c'est de l'aérospatial. Il lance des fusées. Il y connaissait. Ce n'est pas du tout sa formation de base. Avant de lancer SpaceX, il s'est dit, je vais apprendre sur tout ce qui s'est, surtout avec tout ce qui s'est écrit dans la littérature de l'aérospatiale. Il s'est mis à bouquiner, apprendre, engranger des informations jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il devienne un des plus grands experts en aérospatiale. Donc nous, mon père, il n'est pas boulanger, ma mère, elle n'est pas boulangère d'origine, ils n'ont rien à voir en fait. Je ne suis pas boulanger, mes études, j'ai fait une grande école de commerce, rien à voir ni de près ni de loin avec la boulangerie. Que dire, une boulangerie industrielle? C'était pas une petite boulangerie de quartier avec le petit four et le petit pétrin. Boulangerie industrielle. Là, c'était très, très difficile. Tu peux raconter une ou deux galères dans la boulangerie industrielle? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Si je fais dans le four. Dans l'ordre chronologique, tu achètes un four qui vient parce que c'était du pain, des pains spéciaux qu'on appelle vulgairement du pain libanais ou du pain plat. C'est les trucs qu'on vend dans les épiceries libanaises ou syriennes ou que tu manges quand tu vas avec des shawarma et ça. Quand tu manges les wraps, quand tu manges au restaurant libanais, c'est ça, c'est du pain libanais. D'accord? Et donc, l'équipement industriel qui permet de produire ce pain à très grande échelle, il vient du Liban. Donc, il vient par conteneur. Donc, logistique, donc c'est moi qui m'occupais de la logistique avec eux. En plus, c'était... ils ne parlaient pas un mot de français, ils parlaient soit libanais, soit anglais, etc. Donc, c'est moi qui m'occupais des relations avec eux et de l'acheminement. Et à un moment donné, donc déjà, du retard
pas de clichés, hein, nos amis libanais qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un attachement particulier avec le Liban parce que j'ai beaucoup d'amis au Liban, indépendamment de cette aventure de la boulangerie industrielle qui produit du pain libanais. Mais oui, t'inquiète, livraison telle date, la semaine prochaine, repoussé d'une semaine, troisième, d'un mois et demi, de 2 mois. Pendant ce temps-là, d'où ça te dédicace à tous mes élèves, vous savez, on a un rétro-planning, diagramme de Gantt de construction du projet. Donc, il y a des tâches qui dépendent des précédentes. Donc, s'il y en a une qui est en retard, tout se bouscule. Et il y en a une, il y a certaines que tu es obligé d'anticiper, comme le recrutement du personnel qui va permettre de fabriquer ce pain-là tout autour de la chaîne de fabrication. Tu les fais venir, certains de Syrie, on a fait venir à l'époque. Ils arrivent là, tu dois les nourrir, les loger, tu dois les faire travailler. S'ils ne travaillent pas, tu dois les payer quand même. Donc, du retard de fou. Enfin, la machine, elle s'en va. Je ne vais pas citer le nom du transitaire, mais on choisit un transitaire qui est extrêmement célèbre, avec lequel j'avais l'habitude de travailler. J'avais eu l'habitude de travailler avec des précédents business à moi. Et à un moment donné, donc, l'acheminement devait durer X semaines. Hein, c'est par bateau, hein, ça prend du temps. Et à un moment donné, tous les jours, limite, je les harcèle, mais il en est où. Et à un moment donné, je reçois un mail, je m'en souviendrai toute ma vie. On avait déjà énormément de retard du fait du retard du fabricant de la chaîne. Et je reçois un mail où, en gros, on m'explique qu'il y a eu un problème au niveau d'un changement de paquebot. Il y a eu un problème dans l'acheminement. Ils se sont trompés de bateau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas chargé nos conteneurs dans les bons bateaux. Et ils étaient partis où, les conteneurs? En Afrique du Sud, un truc comme ça. C'est pas la porte à côté. 1 mois et demi de retard, estimé. Et là, je peux vous dire une chose, les amis. C'est que si tu te dis après coup, hein, c'est dur. Le plus dur, c'est le choc sur le moment. C'est ça le plus dur à affronter. Quand tu traverses ce genre de galère, si tu arrives à te sortir de ce genre de galère, après tu te dis, lorsque tu as d'autres galères dans la vie et dans ta vie entrepreneuriale, tu te dis c'est rien du tout. Ah, ça forge l'entrepreneuriat, c'est sûr. Hein. Et après, voilà, en plus on avait pour financer ce projet-là, on avait fait des levées de fonds avec des investisseurs étrangers qui venaient du Golfe, qui croyaient beaucoup en ce projet-là, qui prenaient l'avion du Golfe pour venir en France pour voir l'évolution. Donc on avait quand même la pression, notamment même si tu n'es pas salarié, tu as la pression des investisseurs, de tes associés, qui sont du coup maintenant tes associés. Ça avance pas, le projet au point mort, les frais, ça devient un gouffre. Il faut qu'on sollicite de nouveaux fonds parce que c'est en centaines de milliers d'euros de pertes. Hein. C'est pas 3 000 euros de pertes quand tu as un retard comme ça, parce que tu as le personnel qui est arrivé, que tu dois loger, nourrir, blanchir, tu dois payer. Certains sont venus avec leur famille du Liban, de Syrie, c'est pas rien. Tu vois. Et en plus, c'était en plein dans l'époque où ça n'allait pas en Syrie, en fait. C'était en plein dans la guerre, début de la guerre en Syrie. Et donc, on accumule ces problèmes. Donc, ça finit par arriver. On branche les machines, les réglages. Ça se passe pas aussi bien que prévu. Après, il y a l'hiver qui arrive dans le nord. On a un hiver particulièrement froid dans un énorme entrepôt qu'on avait aménagé en boulangerie industrielle. Et ce qui fait que la température interne n'est pas compatible avec la production du pain. Eh ouais, parce que si tu perds 1 ou 2 degrés, c'est mort. Donc, on a dû construire tout un système de protection autour du parcours. C'est un parcours, hein, c'est une chaîne de fabrication pour rehausser la température de 1 ou 2 degrés. Il était hors de question de changer de local. C'était un énorme local qu'on en avait investi, etc., avec une option d'achat. Bref, que des galères et alhamdoulilah, on s'en est sorti. Si je pourrais passer tout le reste du podcast à raconter. Oui, mais ça a été très formateur. Ouais. Et justement, dans l'entrepreneuriat, parce que ça, c'est des choses qui arrivent tout au long du parcours. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. On va pas, c'est pas spoiler que de dire que c'est jamais un long fleuve tranquille. C'est plus une aventure. Mais justement, quand tu as tout donné, il y a des moments où ça va marcher, il y a des moments où ça va pas marcher. Et justement, quand ça marche pas, quand il y a un coup dur dans l'entrepreneuriat, dans ton business, comment tu fais
pour pas te perdre, pour pas peut-être abandonner, ou pour pas baisser les bras, ou pour pas déprimer, etc., etc. Comment tu fais vraiment quand il y a un gros coup dur et comment tu fais? L'effet contraste. Franchement, ce qui m'a beaucoup aidé. Après, chacun, regarde, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête d'un être humain. Il y a 60 000 pensées par jour. T'imagines? Il y a tout un monde. Et là, toutes celles et ceux qui nous regardent, et tous les êtres humains, en vérité, sont concernés depuis l'enfance jusqu'à la mort. Il y a tout un monde. Et selon la manière dont tu vas réussir à gérer ton monde, tu vas réussir à obtenir des résultats plus ou moins bons dans la vie. Et dans les difficultés, chacun, il doit se forger des stratégies. Soit tu les apprends, j'allais dire à l'école, façon de parler, malheureusement, on ne nous apprend pas c'est ce qu'on devrait apprendre, hein, dès le plus jeune âge aux gens, des stratégies pour surmonter les échecs, les difficultés. À l'école traditionnelle, on ne t'apprend pas ça. Mais tes mentors, ils t'apprennent ça. Soit de manière formelle, ou soit par la force des choses. Et comme tu es dos au mur, tu apprends à les construire toi-même. Et moi, une des plus grandes stratégies pour réussir à gérer les difficultés, les échecs, c'est l'effet contrasté. C'est-à-dire, par exemple, te rappeler les gens qui sont dans des galères beaucoup plus grandes que toi. Galères beaucoup plus grandes que toi. Tu te dis Alhamdoulilah. Tu vois? Ouais, parce que parfois, tu as des galères de dizaines de milliers ou de centaines de millions d'euros. Il y a des gens qui ont des galères de millions. Il y a des gens, c'est de millions ou de centaines de millions, voire même de milliards. Ouais. Voilà. Et une des manières de le faire, c'est de voir, par exemple, de lire les biographies, parce que les gens aiment regarder les réseaux sociaux et la télé. À la télé, sur les réseaux sociaux, tu vois la façade de la réussite. Les belles voitures, les montres de luxe, le succès, les yachts, les avions privés. Mais tu vois pas dans les coulisses. Les coulisses, tu les vois où? Dans les biographies. Tu vois, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. D'ailleurs, c'est peut-être une biographie. Ça veut pas dire que c'est une référence pour moi. L'homme est une référence pour moi. Même pas du tout, mais d'un point de vue entrepreneurial, il a des choses à transmettre de son histoire. Tu lis la biographie écrite par Ashley Vance, A-S-H-L-E-Y, plus loin V-A-N-C-E. Je précise parce qu'il y a eu 2 biographies en tout qui ont été écrites sur lui. Donc moi, je parle de la première. Tu te dis, le mec, les galères par lesquelles il est passé, tu te dis, mais à part lui, qui aurait pu dire non, on continue et on n'arrête pas? Tu vois? Ça me fait penser du coup à mon aventure avec la boulangerie industrielle de pain libanais. Mais voilà, lui, il a vécu ça, mais à une plus grande échelle, avec des fusées qu'il a explosées en vol, il a explosé des millions d'euros. Il a dit non, le mois prochain, il faut qu'on en lance une autre. Maintenant, c'est pas possible en fait de construire une fusée en un mois. C'est possible, sinon vous êtes viré. C'est en gros ça le discours. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de faire cet effet contrasté, te dire ah ouais, mais en fait, qu'est-ce que moi je vais me plaindre? Alors qu'il y a des gens qui se sont sortis de galères beaucoup plus grandes. Il y a ça, et il faut les amis que vous appreniez à demander de l'aide. Quand tu regardes les histoires, elles sont résumées. Les parcours d'entrepreneurs qui sont passés par des galères et qui ont quand même réussi à rebondir, elles sont résumées. Mais parfois, il y a des détails qui sont importants. Moi, il y a des gens, quand j'étais au plus bas, qui m'ont aidé. Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Et puis, il n'y a personne qui réussit seul. Qui réussit seul. En général, les gens qui ne réussissent pas ou qui n'entreprennent rien ou qui mènent jamais aucun projet à bien, c'est parce qu'en fait, ils sont toujours tout seuls et ils ne savent pas comment s'associer à d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes pour monter des gros projets. Parce qu'en fait, on est tous en interdépendance les uns des autres. Il n'y a pas de réussite tout seul dans son coin. En même temps, par exemple, tu as une équipe avec toi depuis le début. Et ça, c'est important. Ça, c'est une des bases de l'entrepreneuriat. Comme on dit, tout seul, on va plus vite peut-être, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Justement, dans l'entrepreneuriat, quel a été ton premier vrai succès? Et celui qui t'a dit, OK, c'est possible, je continue. C'est le premier. C'est la première aventure dans l'entrepreneuriat. Et c'est quand on est passé de... Alors au début, il faut savoir, quand j'ai lancé ma première entreprise et que j'étais encore étudiant avec mon associé et le mentor qui nous a épaulés, on démarre avec 2500 € d'investissement pour acheter les premières marchandises que j'emprunte à ma mère, femme de ménage, donc toutes ces économies. Dédicace encore maman à toi. Et on met nos premières marchandises, on les stocke dans le garage humide à Roubaix de la grand-mère de la grand-mère de mon associé. D'accord? Et on commence comme ça.
on a un petit stock, on revend en détail, on vend aux boulangeries, aux épiceries du coin, à Roubaix, à Lille, dans tout le nord de la France. Après, on va un peu plus loin, on va vers Paris quand on a les reins un peu plus solides. On va proposer nos marchandises aux commerçants de Paris, aux gens qui font les marchés. On évolue comme ça. Et un jour, je me souviens, là, c'est un succès vraiment précis. Un jour, on arrive, écoute bien, à acheter un stock. Je me souviendrai toute ma vie parce que c'est ça qui a marqué le tournant, qui nous a donné confiance à nous et qui nous a fait comprendre que, ah ouais, c'est possible, on peut voir grand. C'est pas que pour les autres. On achète un stock, je ne me souviens plus exactement, mais plusieurs milliers en tout cas, de plusieurs milliers de gels douche. La base, c'était de l'alimentaire, mais plus largement, on faisait de l'import-export de consommables de ce style-là, même dans l'hygiène, dans la cosmétique, on faisait quand il y avait des bonnes opportunités. Et on achète plusieurs milliers de gels douche Scorpion, les gels douche pour hommes. On les achète, je me souviens, écoute bien, on arrive à les négocier, à les acheter 6 centimes, ce qui est dérisoire. Et on les revend 1 euro. Ah ouais. Fais le calcul. C'est une belle marge. Sur plusieurs milliers. Et c'est des produits qui ne sont pas périssables, du coup, donc moins sensibles. Donc tu as moins l'impression. Et même pour tes clients, tu achètes plusieurs milliers de gel douche. Ce n'est pas comme si tu achètes plusieurs milliers de barres chocolatées qui vont périmer dans un mois. Donc, je me souviens toujours, on nous présente un client qui est intéressé, qui est intéressé par ce genre de produit. Et il arrive. Et on les stocke. Et à l'époque, on est encore dans le garage. T'imagines, tu fais venir un mec qui a quand même qui a de la bouteille, qui est un grand commerçant, qui achète en grosse quantité. On le fait venir dans le garage de la grand-mère de mon associé à Roubaix. Donc, il est un peu surpris, mais soit. C'est important d'être ouvert. C'est important d'être ouvert, parce que sinon, il aurait pu faire demi-tour avant même qu'on lui ouvre la porte du garage, tu vois. Et il ouvre, on lui montre, c'était rempli, il n'y avait que ça, quoi. C'était tellement on avait acheté une grande quantité. Et je lui montre, voilà, donc ces trucs, voilà, bon état, tout est en bon état. C'est quoi votre prix? Et je dis 1 euro. Et il regarde, il dit ok, je prends tout. Vous me livrez demain un truc? Et il nous redonne et voilà. Regarde comme ça. Et lui part, tu vois, il n'y a pas que ça à faire. En mode, je suis venu, j'ai acheté un lot de marchandises et après, comme si de rien n'était, quoi, tranquille. Et il nous paye cash. Et puis là, ça nous permet de décoller, de réinvestir de la marchandise. Et là, on se met à décrocher des contrats. C'est moi qui étais aux achats. Et on se met à décrocher des contrats avec des gros industriels français qui nous font confiance. Voilà, on a su jouer sur nos points forts, hein. Le fait que je sois un élève de grande école de commerce, tu vois, ça aussi c'est important, les détails, c'est la première impression est souvent la bonne pour les gens. Donc on n'avait même pas de plaquette commerciale, mais j'envoyais des mails de prospection auprès des gros acteurs de l'agroalimentaire français à qui je voulais acheter leur surstock ou leur fin de stock pour les revendre ensuite à mes clients sur le marché parallèle. Et j'envoie avec ma boîte mail de l'école de commerce dans laquelle j'étais allé, qui était connue, tu vois. Et ça donne de ce qu'on appelle de l'autorité, la crédibilité. On prend au sérieux. Et des gens, tu vois, après, quand on décroche grâce à ça des entretiens, des rendez-vous, ils voient qu'on s'exprime bien. Effectivement, on est un élève. Je suis, moi, pour ma part, élève dans une grande école de commerce. J'ai un certain niveau d'élocution. Et on décroche comme ça des contrats. Et là, du coup, ça grossit. Jusqu'à ce qu'un jour où je reprends mes études après, parce que là, je suis en fin de 2e année d'école de commerce. Mon stage de 6 mois, mais après, il se finit. Je dois reprendre mes études. Je la reprends en alternance, la 3e année. Et à la fin de l'alternance, donc je suis en alternance dans ma propre société, mon associé, mon maître de stage, imagine le truc. Bon, ça n'avait pas plu à tout le monde, je passe les détails, mais j'ai galéré pour que ce soit accepté dans cette configuration-là. On a eu la bonne idée pour le rapport de stage, donc la fin des 6 premiers mois, que je lui ai dit, écoute, j'ai dit Jalel, mais que des moyens et des médiocres. Et je me souviendrai toute ma vie, quand je suis avec l'évaluateur de mon stage, on avait une soutenance, et il est au téléphone, quand j'arrive pour la soutenance, il est au téléphone déjà, il me dit, assieds-toi. Ah non, il est devant moi là, il est devant moi là. Non, le rapport de stage, non, justement, non. Je vois médiocre, moyen, bien, médiocre. Non, il a appréciation, non, il n'a pas
Sous-entendu, non, c'est pas parce que c'est son associé que Ouais. on a été malin sur ce coup-là. Et tu sais, c'est quoi ma note? Parce Hein? qu'il fallait avoir 10 pour avoir Ouais. le module et valider mon année. Mm. Sinon, je perdais une année d'école de commerce qui m'avait coûté X milliers d'euros que j'avais emprunté, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Encore à cette époque, pour ma deuxième année d'école de commerce, avant d'ouvrir ma société. Et j'ai eu un trait. C'est-à-dire, aucune note. Mais au moins, ça m'a validé. Tu vois. Ah Même ouais. administrativement, je sortais des sentiers battus. Et, voilà. Mm. Et donc, je reprends en alternance l'année suivante. On continue à grandir. Et là, on déménage dans un grand entrepôt. Mm. Et la dédicace aussi à Monsieur Dobiji, qui est une figure locale roubaisienne dans l'entrepreneuriat roubaisien, Mm. qui vend des miroirs. Il est dans les miroirs, etc. Et il loue un entrepôt en face du sien. Et on est jeune, on débarque de nulle part en vrai. Mm. On lui explique le projet, qu'on était dans le garage de la grand-mère de mon associé, que là, on a grandi, etc. On grossit, on a besoin d'un entrepôt. Il nous regarde et dit « Ok, sans garantie, sans rien. » Il nous construit de ses propres mains. La grosse dédicace. Vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure, quand on rentre dans les détails de la réussite d'une personne, d'un entrepreneur ou autre, il y a de l'aide. Bien sûr. Il y a un moment donné, de là où tu t'attends le moins, grâce à Dieu, bien sûr, mais des gens qui sont des causes pour toi. Et de ses propres mains, parce que le local, nous, on déchargeait des conteneurs et on déchargeait des poids lourds. Et il n'y avait pas de quai pour décharger. Ouais. De ses propres mains. Tu vois, il y a des mecs qui sont débrouillards quand même. Il avait réussi, mais ça se voit que c'est le mec qui a réussi à la sueur de son front et à la force de ses biceps. De ses propres mains, il était déjà âgé à l'époque, il avait une petite soixantaine, je pense. Il nous construit une porte. Il était aussi dans la métallurgie. Une porte, une énorme porte qui permet d'ouvrir et que le camion il se mette à quai, etc. Et puis là, on grossit et à la fin de l'année d'alternance, là pareil, il faut qu'il y ait un prof qui vienne voir de ses propres yeux ce que je fais, etc. Et le prof, il s'appelle Abdelatif, je fais toujours, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais il ramène peut-être le seul prof maghrébin de l'école de commerce, tu vois, et qui n'en croit pas ses yeux. Il dit, punaise, les mecs, ils sont 20 balais. Et c'est parti d'un stage, personne ne croit. Ah oui, donc tu parlais de gens qui ne croyaient pas en moi en école de commerce, bah, y a l'administration, en fait. Et si le mec, il va se planter, c'est vrai, j'y connaissais rien, même si j'avais fait à l'époque 2 ans d'école de commerce, c'était que de la théorie. C'était pas de l'entrepreneuriat, c'était du marketing, c'était pas de l'entrepreneuriat. Et il vient, il voit l'entrepôt qui est plein, avec les racks en hauteur qui sont remplis. On le reçoit dans notre bureau. On avait un petit bureau, machine à café. On lui sert un café. Et là, il dit, les gars, franchement, vous avez assuré. Je suis fier de vous. Et puis ça se passe bien, puisqu'il nous met une super note, etc. Voilà. Et là, on va faire un petit saut dans le temps. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de ta première expérience dans l'entrepreneuriat. On a parlé aussi d'une autre de tes expériences avec la boulangerie industrielle. Il y a eu d'autres entreprises, mais là, on va se parler aujourd'hui maintenant de la Wake Up Academy. Parce que tes précédents business, c'était de l'alimentaire, c'était de l'industriel. Mais là, tu as choisi pour mission avec la Wake Up Academy d'aider les gens à entreprendre, d'aider les gens à reprendre leur vie en main. Et en fait, c'est quand le jour où tu as compris que ta mission, c'était d'aider les gens? En fait, c'est venu d'une douleur. Les gens qui construisent des projets qui ont pour vocation d'aider les gens, il y a une histoire derrière. Et il y a une douleur qu'eux-mêmes ont vécue. Moi, ce qui me chagrinait au plus profond de moi, et encore c'est un faible mot, ce qui me révoltait même, on va dire, c'est plus exact, c'est de voir qu'il y a plein de gens sur Terre qui ont un potentiel incroyable. Notamment ceux que moi j'ai côtoyés dans les cités. Croyez-moi, il y a du talent dans les cités et pas que du talent footballistique. Ah oui, il y a du talent, il y a de l'intelligence. C'est juste après le formatage et le conditionnement qui fout les gens en l'air. Mais de voir tous ces gens qui sont talentueux et à qui on n'a jamais montré les outils pour exploiter leur potentiel. Moi, j'ai eu la chance, malgré le fait que j'ai grandi dans une cité, d'avoir des ponts. Des ponts parce que ma mère elle était femme de ménage chez des gens qui avaient réussi. Des ponts parce que j'ai fait des grandes études. Et ce que ça m'a apporté, les grandes études, c'est pas la connaissance en elle-même. Parce que la plupart des choses que j'ai apprises en prépa HEC ou en grande école de commerce, en vrai, je ne m'en suis pas servi. Mais ça m'a donné un autre environnement. J'ai fréquenté des gens qui,
eux-mêmes provenaient de familles qui avaient réussi. Et donc, ça m'a permis d'élargir mon champ des possibles et d'avoir des outils qui permettent d'exploiter son potentiel. C'est pas une chance. La plupart des gens n'auront jamais cette chance, en fait. Donc, ce qui me révoltait et frustrait, voilà aussi le terme, c'est de voir des gens qui avaient un potentiel, mais gâché. Donc, à un moment donné, je me suis dit, toi, tu t'es sorti de tout ça, Slimane, c'est bien, tu es entrepreneur, tu as une situation, etc. Tu fais ce que tu aimes. Mais qu'en est-il de tous ces gens-là qui sont autour de toi, que même parfois tu côtoies parce que c'est tes amis, c'est tes propres amis parfois. Qu'en est-il de ces gens-là? Tu les laisses comme ça? Toi, tu as eu, entre guillemets, la recette ou le secret, tu les laisses. Et c'est à ce moment-là qu'en réalité, je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est là que, en gros, est née la Wake Up Academy. La Wake Up Academy, au départ, ce n'était pas un programme entrepreneurial. C'était un programme d'accomplissement personnel et professionnel. On apprenait les gens à se réveiller et à se déconditionner de la manière dont on les avait conditionnés dans le système. Tu sais, casser les croyances limitantes, reprendre confiance en soi, savoir gérer ses émotions, savoir développer du leadership, combien on en a besoin quand on est entrepreneur, savoir reprendre l'estime de soi, savoir s'organiser, prioriser ses actions, savoir utiliser au minimum le potentiel de son cerveau en apprenant la base des neurosciences et du fonctionnement de notre cerveau. C'est des trucs qui sont à la portée de tout le monde, mais qu'à l'école, bizarrement, on ne nous a jamais appris. Ah oui, ça, on a zappé ce chapitre à l'école. Bizarre, alors que c'est indispensable. Si on veut apprendre à avoir des résultats dans la vie, il faut apprendre à exploiter la tour de contrôle qu'on a tous entre les deux oreilles et qu'on appelle un cerveau. La plupart des gens, je ne l'exploite même pas à 2%. Et donc, c'est là que j'ai décidé de lancer la Wake Up. Et à un moment donné, pour la faire courte, en résumé, c'est que je veux croiser en fait toutes mes passions. J'ai toujours eu une passion pour l'entrepreneuriat depuis très jeune, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et aussi une passion pour l'enseignement. Le fait de transmettre un savoir qui va être utile aux autres. Pas le savoir qu'on nous a appris à l'école, les carolingiens, les mérovingiens, la guerre 14-18, le théorème de Thalès, dont on n'a rien fait du tout. On est tous d'accord là-dessus, et les auditeurs compris. Mais en fait, toujours la passion. D'ailleurs, en parallèle de ma carrière d'entrepreneur, j'avais commencé depuis longtemps à enseigner dans les grandes écoles. Et je me sentais un peu le devoir, comme l'avaient fait mes mentors avant moi, le devoir de transmettre à la génération qui arrive les vrais outils pour réussir. Et donc, je me dis, voilà, j'ai l'occasion de mêler ma passion pour l'enseignement, ma passion pour le business, dans une seule et même chose. Et c'est là qu'est né le programme entrepreneurial de la Wake Up, d'autant plus que ce qu'on avait remarqué, quand on a commencé à aider les gens à se transformer de l'intérieur avec le programme d'accomplissement personnel et professionnel, on a remarqué que ce dont ont besoin les gens à notre époque, en réalité, c'est quoi? C'est bien de se transformer de l'intérieur, d'avoir le mindset, comme on dit. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, derrière, il faut des outils concrets qui permettent d'avoir quoi? La liberté financière. On peut dire ce qu'on veut. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais si tu n'as pas de sous, si tu es broke, comme disent les Anglais, n'est-ce pas? Il y a plein de projets que tu es obligé de mettre entre parenthèses, y compris l'éducation de tes enfants. La liberté. De toute façon, l'argent, ça résout tous les problèmes que l'argent peut résoudre. Donc, exactement, ça résout c'est une bonne partie des problèmes. Choses, hein. Et même les problèmes de couple. Combien de couples, moi-même, j'ai vu se déchirer. Et dès qu'il y a eu de l'argent, bizarrement, les choses ont commencé à se fluidifier. La première cause de divorce, hein, l'argent. Tu vois. Donc, liberté, les gens, ils avaient besoin, on a remarqué, de liberté financière, liberté géographique. Pas être bloqué toute sa vie à un endroit parce que mon CDI est dans le nord de la France, à Tourcoing, donc je suis bloqué toute ma vie à Tourcoing. La liberté de gérer son temps comme on le souhaite, parce qu'à partir du moment où tu donnes ton temps, tu n'as plus la maîtrise de ton temps, il faut se l'avouer, il faut arrêter de se voiler la face, tu ne maîtrises plus ta vie. Et quand tu es salarié, par définition, ton temps, il ne t'appartient plus, il appartient à ton employeur qui va te donner en retour quelques miettes à la fin du mois. De toute façon, notre vie, c'est qu'un ensemble de moments. Et chaque Exactement. moment qui passe, c'est notre vie qui passe. Donc exactement. Et aussi la liberté de vivre en accord avec ses valeurs. Et la manière la plus simple et la plus rapide d'obtenir ces 4 libertés en même temps, c'est de lancer un business. Surtout à notre époque. Surtout quand tu es un immigré, comme le disait Emmanuel Macron lui-même, à l'époque où il n'était pas encore président, il me semble. Il disait, toi, jeune des quartiers, toi, jeune immigré, toi, jeune musulman, c'est plus facile d'aller monter une entreprise et trouver des clients que de imprimer un CV et de le distribuer à des employeurs. Tu vois ? Et il y a énormément de talents parmi
Les gens des cités. Ouais. Et Mohamed Dia, par exemple, il m'avait beaucoup inspiré à l'époque. C'est un des premiers vrais entrepreneurs à l'époque où il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux, qui avait lancé une marque de vêtements qui est devenue internationale. On le voyait sur les affiches de NBA, sur les parquets de NBA. On le voyait, c'était un truc de fou, tu vois. Il y a beaucoup de talents qui sont sortis des cités, entrepreneurs, pas que des footballeurs. Ah, bien sûr. Parmi tous les gens que tu as accompagnés, quel est le témoignage ou le message qui t'a marqué au point de vraiment t'émouvoir? Vraiment, c'était quoi un des retours les plus puissants que tu as eu? Regarde, à peine tu termines ta phrase, il y a déjà des choses qui me viennent en tête. Et on a eu, alhamdoulilah, on a eu la chance de l'avoir plusieurs fois, pas qu'une fois. Le témoignage qui m'a le plus touché, qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est j'ai fait des invocations. J'ai fait des doigts à Allah. Et je vous ai rencontré la Wake Up Academy. Et vous avez été la cause de mon succès. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit, t'es l'exaucement, imagine-toi, t'es l'exaucement de ma doua, wallahi, ça touche. Il y a même des gens qui ont raconté qu'ils avaient été à la Umrah et qui sont tombés sur la Wake Up juste après. Il y a beaucoup de très belles histoires. Il y a des gens qui ont rêvé. T'imagines? Ouais. Il y a des gens qui ont rêvé. Alhamdoulilah. C'est vrai que accompagner de l'humain, c'est quelque chose, je pense que c'est une des choses les plus gratifiantes. Une chose les plus gratifiantes, c'est pas la chose la plus facile forcément. C'est très dur. Parce que par exemple, quand tu vends des confiseries, une confiserie, ça a pas de, tu vends, il y a pas d'émotion, il y a pas de etc. Mais c'est vrai que c'est extrêmement puissant d'accompagner de l'humain et c'est vraiment. Je pense que c'est difficile de faire autre chose après. Parce que les gens grandissent. Tu grandis autant à travers les gens que les gens grandissent à travers toi. Ils nous apprennent autant et ils nous donnent autant que nous, on leur donne, en fait. C'est ça qui est extrêmement puissant. Alors maintenant, on va parler un chapitre complètement différent. C'est Slimane, papa. Alors déjà... Et pas qu'un peu. Papa et pas qu'un peu. Déjà, comment l'arrivée de tes enfants a transformé ta vie? Parce que ça change tout. Hein. Ça change tout. En fait, c'est quand tu deviens parent, en même temps que tu es entrepreneur, que tu te rends compte que tu te plaignais pour rien avant et qu'avant, en fait, c'était pas dur. Ouais. Avant, c'était facile. Avant, tu dormais. et ça vient te challenger. Ouais. Et donc, derrière, ça te fait grandir parce que quand tu es parent, tu es en mode j'ai pas le choix. Tu peux pas dire, ah bah non, c'est dur au final. Tu vois, c'est pas comme les gens qui mettent un pied dans l'entrepreneuriat, ils disent ah mais c'est dur, faut finir. Ah ben je crois que je vais rester salarié. Tu as le choix de revenir en arrière, mais tu peux pas revenir en arrière en fait. Et ça te fait apprendre aussi une sagesse très importante dans la vie, c'est quand tu n'as pas le choix que tu te rends compte qu'il y a des choses qui paraissent impossibles, en fait, que tu te rends compte qu'elles sont possibles. Ça me fait rappeler la phrase de Mark Twain. Ils l'ont fait car ils ne savaient pas que c'était impossible. Ouais. Tu vois, c'est exactement ça quand t'es parent en fait. Tu te dis ah ouais, en fait tu te dis c'est dur, mais comme t'as plus le choix, en fait tu le fais. Et ils sont venus me challenger, c'est clair. En même temps, c'est un grand challenge, mais en même temps, quand tes enfants ils t'amènent aussi beaucoup de. En fait, les choses apparaissent. On relativise beaucoup aussi, en fait. Quand le soir, on retrouve les enfants qui te font un câlin, etc. Tout ce qui s'est passé dans la journée qui était dur, ou plus ou moins challengeant, ça paraît très relatif et tu te dis... c'est clair. Ça fait garder les pieds sur terre aussi. Regarde, c'était pas plus tard qu'hier. Je passe une journée extrêmement difficile, dans le sens où là, j'ai eu beaucoup de réunions, en plus des coachings, en plus des décisions difficiles à prendre, etc. Et tu rentres, t'es rincé. Et il y a... Mon fils, il vient, j'étais allongé sur le fauteuil en train de réciter. Et il y a mon fils qui vient et qui se met sur mon épaule. Donc, je lui caresse les cheveux en même temps et il s'endort. Ah, franchement. Là, ça remet en ordre tout ce qui était en désordre dans ta journée, ça le remet en ordre. Et puis, tu te dis, tu sais pourquoi tu fais tout ça, en fait. Voilà, c'est clair que ça apporte beaucoup de joie à les enfants. Ça peut paraître cliché de dire ça, mais il faut être parent pour le comprendre. C'est difficile, mais ça t'apporte tellement un côté qu'au final, tu es gagnant. Et puis, c'est une amana qui t'est confiée. Et puis, si tu t'en occupes bien avec une intention sincère, tu as des récompenses, Inch'Allah. Et puis, je pense que ce qui est important aussi dans le fait d'avoir des enfants et de surtout pas les délaisser parce qu'on est entrepreneur, c'est que,
en fait, déjà, ça te garde vraiment ancré, ça te fait garder les pieds sur terre. Et aussi, ça t'oblige à avoir un équilibre dans ta vie. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne s'arrêtent jamais. C'est ça. Qui ne s'arrêtent jamais. Parce qu'en vrai, quand tu es entrepreneur, tu peux ne jamais t'arrêter. C'est-à-dire que dès que tu te lèves le matin, tu te mets devant ton ordi, tu bosses et t'arrêtes jamais. Il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'avoir des enfants, ça t'oblige vraiment aussi à avoir un équilibre, d'avoir différents moments et puis de redescendre et Ça, c'est un des grands enseignements qu'ont m'ont apporté mes enfants. C'est que, surtout quand tu as une tendance hyperactive, un peu comme moi, et jusqu'au boutiste, de faire les choses à fond, d'aller au bout et de faire les choses à fond. T'as du mal à débrancher. À débrancher, exactement. Et encore, tu fais beaucoup de progrès. Hein. Non, mais justement, mais s'il n'y avait pas les enfants, Ouais. s'il n'y avait pas eu les enfants, qu'en serait-il de moi aujourd'hui? Je serais quoi? Je serais un bourreau de travail, comme on dit en français. Ouais. C'est pas bon, parce que ça crée un déséquilibre. Et je me souviendrai toujours aussi d'une fois où j'étais avec un de mes mentors, Robert Dilts, qui est un des plus grands noms de la programmation neurolinguistique aujourd'hui. Et il disait, voilà, il y a des grands entrepreneurs que vous admirez. Franchement, ils ne sont pas forcément admirables parce qu'ils gagnent énormément d'argent, ils ont construit des empires. Mais tu regardes à côté, leur santé, c'est catastrophique. Leur hygiène de vie, c'est catastrophique. Le mec, il a divorcé 4 fois. Ses enfants, ou plus. Ouais, il a cité des noms. Hein. Ouais. Putain, Robert Dilts, c'est vraiment une crème incroyable. Que Dieu le guide. Franchement, c'est humble, gentil, truc. Mais là, il dit il a cité des noms. Il a dit un tel, etc. Il a cité Elon Musk. Voilà. Il a dit, voilà, c'est quand tu regardes, tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Mais qu'à côté, c'est catastrophique. Est-ce que c'est ça la réussite? Tu vois? Et les enfants, si tu t'occupes bien d'eux, bien entendu, parce qu'il y a ceux aussi qui choisissent de ne pas s'occuper d'eux. C'est comme s'ils n'existaient pas, les sakines, malheureusement. Mais si tu te dis, tu veux jouer ton rôle et bien s'occuper de la amana qui t'a été confiée à travers tes enfants, tu gagnes en humilité, comme je disais, ça te casse parce que tu dis, ah ouais, avant, en fait, ma vie, elle était facile. Tu vois. Et deuxièmement, ça te pousse à avoir un équilibre. Des moments famille, des moments de redescente, etc., etc. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que les enfants, ils sont vraiment anti-grosse tête. Parce que c'est vrai qu'on est dans un métier où, comme toi, tu es exposé, tu vas avoir des retours, des gens qui t'encensent un petit peu. Des gens qui m'insultent aussi. Oui, des gens qui m'insultent aussi. Et c'est vrai que les enfants, ça permet directement de remettre les pieds sur terre parce que dès que tu te retrouves avec tes enfants, surtout quand devoir changer un caca. Voilà, quand tu es en plein dans la crise, par exemple, des 2 ans, le terrible two, que ta fille, elle te fait une tempête émotionnelle. Tu te fais dominer par ton enfant de 4-3 ans. Que c'est eux les boss à la maison, parce que en vrai, t'es le boss de la Wake Up Academy, mais on peut le dire, les boss à la maison, ils ont 2 ans et 4 ans. Et c'est vrai que ça fait... mais Inch'Allah, un jour, on reprendra le pouvoir, je suis sûre. Inch'Allah. Mais parents, ne perdez pas espoir. On y croit. Mais c'est vrai que les enfants, c'est incroyable. Et aussi, beaucoup de gens ont peur quand ils ont des enfants. Ils se disent, oui, mais les enfants, ça prend du temps. J'ai pas le temps avec mes enfants pour me lancer dans le business, etc. Mais en fait, les enfants, c'est un super moteur, en fait. C'est un super moteur parce que si tu veux offrir certaines choses à tes enfants, il va falloir une certaine liberté financière. Et aussi, au niveau du temps, quand t'es parent, ton enfant, elle est malade, c'est pas un souci. Tu t'arranges ton emploi du temps, ou alors tu as les moyens d'avoir de l'aide, etc. etc. Enfin, quand t'es parent, c'est aussi une grande liberté, et puis tu fais ton planning comme tu l'entends. C'est combien de parents te disent je suis au boulot, mon enfant elle est malade, ça va mal passer si je demande de partir plus tôt. Mais de toute façon, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça nous permet de boucler la boucle. C'est que tu crois que c'est impossible de gérer tout jusqu'à ce que t'as pas le choix. Jusqu'à ce que t'aies pas le choix, en fait. Ouais, il faut être en mode je dois. Quand t'es en mode je dois... Et bizarrement, avec la baraka aussi, si t'as la baraka dans le temps, c'est important aussi. C'est quand tu fais des choses avec une intention sincère, pour le bien, là, les choses, elles passent beaucoup plus facilement. Alors, on va clore le sujet sur les enfants avec une question assez profonde quand même. Qu'est-ce que tu veux absolument que tes enfants retiennent de toi? Il y a tellement de choses. Mais si... sincèrement, s'il y avait une chose, de manière très sincère, qu'il faut faire, c'est 5 prières à l'heure, Inch'Allah. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La meilleure des œuvres après la croyance en Dieu et en son messager,
c'est la prière. Et ô combien ça nous permet de faire le lien avec l'entrepreneuriat et la carrière professionnelle. Ô combien de nos jours, sous prétexte qu'on a une carrière professionnelle, qu'on doit ramener à manger à la maison, qu'on a un CDI, qu'on a des obligations ou qu'on est entrepreneur et que c'est vrai, hein, c'est beaucoup de boulot l'entrepreneuriat. Ils ont délaissé leur prière. Délaisser une prière, même pas la délaisser, la faire mais pas dans son temps. Tu l'as fait mais en dehors de son temps, sans excuses valables. Il y a des excuses voyageurs, etc. Je rentre pas dans ces détails-là, mais c'est pire que si tu perdais, les savants, ils ont dit ça, c'est pire que si tu perdais toute ta famille, tous les membres de ta famille mouraient et que tu perdais aussi tous les biens qu'ils possédaient, même s'ils possédaient la terre entière. Pour donner l'importance, justement, de faire ces prières à l'heure. Et c'est pas parce qu'on a une époque où, malheureusement, beaucoup de gens l'ont délaissé que c'est moins grave. C'est toujours aussi grave qu'avant. Même si aujourd'hui, tu es dans un environnement où, malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est normal de ne pas prier, ça ne rend pas la chose moins grave. Donc si je voulais qu'ils retiennent une chose de moi, c'est de faire ces 5 prières à l'heure. Et de croire, bien entendu, en Dieu, en son messager. Barakallahu fik, Slimane, on va finir sur ce très beau rappel. Et c'est important, je pense, de conclure sur ça, que être entrepreneur, et musulman, c'est avoir une vie équilibrée, un temps pour chaque chose, et ne pas mettre tout son temps dans l'entrepreneuriat au détriment de sa religion, de sa vie de famille. C'est pas ça, être un entrepreneur qui a trouvé un équilibre de vie. Et c'est vraiment pas ça. Nous, on accompagne des gens qui veulent justement l'équilibre dans leur spiritualité, leur vie de famille, être en accord avec leurs valeurs. Et c'est vraiment possible. Ça. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Si tu me permets, c'est possible. Voilà, il faut savoir être bien organisé. Toujours, en se levant le matin, à partir du moment où tu œuvres pour ton entreprise, pour nourrir tes enfants, etc., se rappeler de mettre une intention sincère. Voilà. Et c'est Dieu qui facilite. Amin wa fiki, merci. À très vite, Inch'Allah. Merci Caroline. Et mettez-nous dans les commentaires ce que vous voulez comme prochain thème de podcast, ou si vous avez des questions à poser à Slimane. Inch'Allah, on y répondra. Barakallahu fikoum. Wa fik amin. Assalamu alaikum.